très bien, il est 10 heures, donc je vais commencer. Euh, donc, pour expliquer ce que je veux faire aujourd'hui et au cours prochain, donc, ce que j'avais fait jeudi dernier, c'était l'équivalent donc, de l'astuce de... Donc, au premier cours, j'avais expliqué que pour démontrer la conjecture de Tate pour les variétés abéliennes sur les corps finis, il y avait deux étapes. Il y avait une première étape qui était, à partir d'une donnée cohomologique, de construire une tour de L-isogénie associée à une variété abélienne, et donc de reformuler la conjecture de Tate en fonction de la finitude des classes d'isomorphisme de variétés abéliennes dans cette tour de L-isogénie. Et la deuxième étape, c'était de produire de manière géométrique un témoin de la finitude de ces classes d'isogénie. C'était l'astuce de Zarine. Donc à partir d'une certaine classe de variété qui correspond à un espace de module qui n'est pas de type fini, qui a une infinité de composantes, on construit des variétés auxiliaires, donc qui étaient des espaces de modules de faisceaux assez naturels, donc qui venaient pour nous de la théorie de Mukai. Et qui permettait de borner de manière assez directe les familles de variétés potentiellement infinies qu'on avait. Donc c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière, donc c'était vraiment le contenu de l'astuce de Zarine. Et aujourd'hui, je vais me concentrer donc sur la première partie de l'argument, qui est à partir d'une donnée de Brouwer, donc à partir d'éléments dans le groupe de Brouwer d'une variété, comment produire de la géométrie, comment produire ces familles infinies de variétés. Donc, donc la question qui va nous occuper, c'est très très vague dit comme ça, mais c'est la géométrie du groupe de Brouwer. Alors évidemment, c'est pas un sujet particulièrement récent, et évidemment, on sait associer beaucoup d'objets géométriques intéressants à des éléments du groupe de Brouwer d'une variété projective. Mais je voudrais donner un point de vue qui est peut-être un peu plus récent, qui est dû à un certain nombre de personnes que je vais citer dans une minute. Donc aujourd'hui, je vais décrire un procédé qui permet de partir d'un élément du groupe de Brouwer et de construire des variétés intéressantes, pas encore par une construction d'espace de modules, mais cette fois-ci un peu tordue, justement. Et le but de la semaine prochaine sera un peu de renverser cette construction. J'expliquerai des résultats qui sont dus d'une part à Lieblich et d'autre part à Liedtke, qui sont, si à l'inverse on a un contrôle sur le groupe de Brouwer, on le connaît bien, donc typiquement dans une situation super singulière où le groupe de Brouwer est très gros, on peut se servir de la géométrie du groupe de Brouwer, qui dans ce cas-là est en fait une variété, presque, c'est un groupe additif, alors c'est une variété très simple, mais ça reste une variété. On peut, à l'inverse, donc se servir de la connaissance qu'on a du groupe de Brouwer pour construire des variétés intéressantes, à l'inverse. Donc c'est quelque chose qui a été fait dans au moins deux résultats très frappants récemment, donc l'un étant la preuve de la conjecture de Chiyoda par Christian Liedtke, et l'autre étant la preuve la construction de courbes rationnelles dans l'espace de modules des surfaces K3 super singulières par Max Lieblich. Et évidemment, si je reviendrai plus longuement sur ça dans une semaine, mais c'est un phénomène qui était déjà connu, ce parallèle entre l'existence de courbes rationnelles dans un espace de modules et l'existence de courbes rationnelles sur les variétés paramétrées par ces espaces de modules, c'est par un résultat très, très joli de Campana, donc, qui utilisait les espaces de Twister, donc des variétés paramétrées par P1 en particulier, pour montrer que ces variétés elles-mêmes n'étaient pas hyperboliques. Donc c'était quelque chose de très joli, et cette dualité se retrouve sur les corps finis de manière assez surprenante. Donc j'essaierai de décrire ces résultats la semaine prochaine, mais donc aujourd'hui, je veux expliquer qu'on donc à partir d'éléments du groupe de Brouwer, on construit des variétés intéressantes. Donc je vais commencer d'abord, peut-être pendant presque la première heure, par décrire la preuve d'un résultat qui est dû à Artin et Swinnerton d'ailleurs. En 1973, qui est la preuve de la conjecture de Tate.
conjecture de Tate pour les surfaces K3 munies d'un pinceau elliptique. Donc autrement dit, pour les variétés suivantes, alors je vais prendre un tout petit peu plus qu'un pinceau elliptique, mais ça ne sera pas gênant pour des raisons qui nous occupent. Je vais prendre un schéma abélien sur un ouvert donc d'une courbe. Donc c'est quelque chose qui est sur. Donc, je vais décrire les définitions. Donc on a l'objet suivant. A est une surface K3 sur un corps fini K. S est une courbe. Et pi est propre, plat, bien sûr. Donc la fibre générique est de genre 1. Et je vais même supposer, c'est pour ça que je l'ai appelé A, c'est vraiment génériquement un schéma abélien, je vais supposer qu'il y a une section. Alors pour des raisons qui vont venir très rapidement, c'est pas... si on sait faire pour les variétés qui ont une section, les surfaces K3 elliptiques qui ont une section, on sait le faire pour les surfaces K3 elliptiques en général. Donc peut-être la variante qui viendra aussi, donc de manière équivalente, et c'est d'ailleurs plutôt le titre de leur article. On prouve la finitude du groupe de Tate-Shafarevich de la fibre générique. Le groupe de Tate-Shafarevich. Donc je ferai l'équivalence de toute façon. Le groupe de Tate-Shafarevich de la fibre générique, mettons A eta, est fini. Voilà, c'est la preuve de la finitude des groupes de Tate-Shafarevich pour les pinceaux de courbe elliptique qui vivent sur une surface K3. Donc je voudrais expliquer ça, alors c'est assez ancien, mais je voudrais mettre en avant les points qui se retrouvent. Et en fait, ce que je vais expliquer aujourd'hui peut vraiment être vu comme, dans certains points, comme une amplification de cette preuve d'Artin et Swinnerton-Dyer. Et c'est peut-être un bon moment pour le dire, je le redirai, mais ce que je vais raconter aujourd'hui ensuite, donc qui part, disons, au moins heuristiquement de ça, c'est essentiellement à des variantes, à quelques simplifications près, un article de Lieblich, Molik et Snowden. Donc, je ferai quelques changements et j'expliquerai comment on peut en fait retrouver très directement une généralisation de Artin et Swinnerton-Dyer. Donc peut-être, ce que je vais expliquer aujourd'hui, je vais commencer par expliquer comment marche cette démonstration. Le but peut-être du cours d'aujourd'hui, là, s'il n'y a qu'une chose à prendre, ce dont je voudrais vous convaincre, c'est que quand on regarde ça, c'est une situation à laquelle on est très habitué, une situation de dévissage, donc on a une variété de grandes dimensions, et puis on la comprend à partir d'un pinceau de Lefschetz, typiquement, on a une fibration une fibration jacobienne, donc en schéma abélien, puis on dévisse la cohomologie de l'espace total à partir de la suite spectrale de Leray de cette situation. Et donc évidemment, c'est très positif. En fait, je voudrais expliquer que dans la situation de la conjecture de Tate, donc qui est quand même pas tout à fait la même que celle où on voudrait étudier la conjecture de Weil, le fait d'avoir une fibration elliptique n'est pas extrêmement important. Ce qui compte ici, ce qui contraint la géométrie, ce qui permet d'avoir une preuve plus facile dans ce cas-là par rapport au cas général, de toute façon je ferai les deux, ce que je ferai aujourd'hui, j'expliquerai comment ça se met avec ce que j'ai expliqué la semaine dernière pour faire le cas général, mais le point est que la géométrie est contrainte non pas parce qu'il y a cette fibration elliptique, mais simplement parce que le nombre de picards de la surface K3A est supérieur ou égal à 2. Donc, ce qu'impliquera cette méthode de Lieblich, Molik et Snowden dit que le seul fait que donc rho de A, le rang du néron Sévry, soit supérieur ou égal à 2. Donc évidemment supérieur ou égal à 2, puisqu'on a d'une part la classe d'une fibre et d'autre part la classe d'une section hyperplane, donc ça en fait 2, rend la preuve plus facile. Et non pas le fait que
on est une classe d'auto-intersection nulle. Rend la preuve plus facile. Donc j'expliquerai ça. Si on refait donc la construction d'Artin-Swinnerton d'ailleurs dans des cadres un petit peu plus général. Évidemment, ce qui est peut-être l'autre chose frappante, c'est qu'en fait, la preuve que je vais expliquer, même la preuve générale, est vraiment la même avec des objets un petit peu différents que celle d'Artin et Swinnerton d'ailleurs, ce qui est aussi assez frappant. Donc voilà. Donc je vais expliquer ça. Donc comment est-ce qu'on fait notre preuve? Donc comment est-ce qu'on calcule le groupe de Brouwer de cette chose-là? Alors c'est relativement bien connu, c'est déjà dans Grothendieck, dans le groupe de Brouwer 3, mais je vais faire le calcul. Donc je rappelle, on est sur un corps fini, je rappelle la suite exacte. Donc on a pic de A. Alors oui, une autre chose que je vais faire, je ne vais absolument pas me préoccuper du fait que pi a des fibres singulières. Donc il faut passer de temps en temps évidemment à l'ouvert où pi est lisse, et puis faire un petit peu attention avec des fibrations de Weierstrass. Il n'y a absolument rien d'intéressant qui se passe là, donc je ferai comme si pi était lisse, ce qui peut évidemment jamais arriver. Mais je ne parlerai pas de ça. Donc, on a la chose suivante. Le groupe de Picard de A, modulo n, ça s'envoie dans H2 de A, à coefficient, disons, mu n, qui s'envoie surjectivement dans la n torsion du groupe de Brouwer. Donc on a cette chose-là, donc comment est-ce qu'on comprend H2 de A mu n? On le divise par la suite spectrale de Leray. Bien sûr. Donc la suite spectrale de Leray. Donc on a trois parties, dont deux sont faciles à comprendre. Donc la première partie, c'est H0 de S, R2, pi étoile en bas, mu n. Cette chose-là, par dualité de Poincaré, c'est juste Z sur n. Et donc on a une flèche de H2 de A mu n dans ce Z sur n qui correspond à la restriction aux fibres, au cup produit, disons, avec les fibres. Avec donc, ce que je vais appeler F entre crochets, la classe d'une fibre. Bon, très bien, donc c'est pas très intéressant. Notamment, vous voyez, le groupe de Brouwer correspond à la partie de la cohomologie qui n'est pas engendrée par des diviseurs. Donc cette partie-là, étant contrôlée par la fibre, elle ne nous intéresse pas. On a une autre partie qui est pas très intéressante, c'est le H2 de S. Pardon. Oui, c'est ça, on a H2 de S mu n qui s'envoie dans H2 de A mu n par pullback, et évidemment, c'est la classe de cohomologie des fibres. Donc, on voit 1 sur la classe d'une fibre, donc ça, c'est le sous-groupe. Donc, c'est pas non plus intéressant, ça n'apparaît pas dans le groupe de Brouwer. Et le troisième point, donc, c'est H1 de S, R1, pi étoile en bas, mu n. Donc ça, c'est la partie qui est non triviale. Donc et cette chose-là, elle paramètre des classes d'extension. Tout simplement, une façon de le voir, c'est que cette chose-là, c'est la même chose que H1 de S à valeur dans la n torsion de A. Bon, j'ai supposé évidemment que n était premier à caractéristique, donc c'est vraiment quelque chose qui, au moins qui est étal, il n'y a pas de problème. Donc c'est cet objet-là qui s'envoie, donc en particulier, donc c'est ça qu'on veut comprendre, et cet objet-là s'envoie dans, on a une flèche de H, donc que je peux écrire, je vais d'abord écrire la suite exacte qui définit la n torsion. Voilà, donc on a, ce groupe est une extension de H0 de SA modulo n, donc les sections de cette fibration de cette fibration elliptique en l'occurrence. Et puis donc on a le groupe qui nous intéresse.
Et puis ça s'envoie dans la partie qui est en fait celle qui nous intéresse vraiment, c'est la partie groupe de Brouwer, c'est la n-torsion de H1 de SA. Donc évidemment, on a donc ça nous donne déjà une bonne idée de ce qu'est le groupe du milieu. Donc je suis désolé, je vais pas très vite, mais je voudrais essayer d'expliquer exactement la géométrie de ces choses-là. Et ça reviendra en plus la semaine prochaine. Donc je préfère prendre un tout petit peu de temps à cet endroit-là, quitte à... Voilà. Donc, cette chose-là, donc cette flèche-là, on la comprend très bien. Ça veut dire qu'un élément dans ce groupe ici nous donne donc, un torseur sous A, qui est de n torsions comme torseur, évidemment, ce qui signifie qu'il existe dans ce torseur une section d'ordre n, qui intersecte n avec les fibres. Alors c'est un peu plus compliqué. Et on peut se convaincre, donc c'est cette chose, évidemment, quand on l'a dit comme ça, torseur sous A, tel qu'il existe une section d'ordre n. Évidemment, on comprend maintenant c'est facile de deviner ce que va être le groupe du milieu. Donc, on peut comprendre directement le groupe du milieu en l'écrivant tout simplement comme la cohomologie du complexe. Donc, c'est une multiplication par n, H1 de S A dans A. Donc, si on l'écrit comme ça, vous voyez, on comprend très bien, en fait. Donc, et ça permet aussi d'expliciter exactement cette suite exacte. On a d'une part le H1 de A et d'autre part un élément, un cocycle de degré 0 qui correspond au H0 de A, cette fois-ci, qui doit nous donner, après multiplication par n, la classe du torseur. Donc ce que ça signifie, si je l'écris de manière plus explicite, je fais vraiment des calculs qui sont entièrement contenus dans le papier d'Artin et Swinnerton d'ailleurs. Ça me dit que H1 a valeur dans la n torsion de A. Ça paramètre les torseurs munis d'un diviseur relatif de degré n. Donc, autrement dit, c'est autrement dit, je n'ai pas écrit au tableau, mais bon. Donc, ce groupe-là, H1 de S à n, paramètre les paires qui sont composées d'une part de x et d'un diviseur que j'ai dû appeler d. Donc, où x est un torseur sous A. Et D, alors je l'écris comme un diviseur, c'est pas tout à fait c'est un diviseur sur x de degré relatif n. Alors, c'est pas tout à fait ça, il y a une petite ambiguïté. D, je vais l'écrire comme une section. J'espère me pardonner cette chose-là. C'est une section alors ce qu'on peut du groupe de Picard relatif, paramétrant les diviseurs de degré n sur les fibres de x, qui n'est pas tout à fait bien défini, D comme diviseur sur x, puisqu'il est bien défini. Donc D est bien défini comme diviseur sur x, défini diviseur sur x, donc à équivalence linéaire près, et aux fibres de pi près. On s'intéresse c'est que son comportement relatif qui est défini. Ça viendra quand on comprendra la géométrie de D. Bon, donc c'est ce qu'on comprend. Donc c'est une situation qui correspond tout à fait à ce que je recherchais au début. On veut comprendre le groupe de Brouwer de A, droite, donc on le comprend en partant de classes dans H2 de A mu n. À partir de ces classes-là, celles qui nous intéressent du moins, donc celles qui sont orthogonales aux fibres, qui correspondent donc à ce groupe H1 valeur dans la n torsion de A, on construit, on a vraiment une donnée géométrique très simple, enfin raisonnablement simple, on a un torseur et un diviseur. Très bien.
Je vais peut-être écrire le diagramme qui relie cette chose-là au groupe de Brouwer. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper. Donc, on a H2. Donc, regardons le groupe dont on est parti. H2 de A, coefficient dans mu. Alors, je vais mettre du L puissance n maintenant, puisque je vais regarder la L puissance n torsion du groupe de Brouwer. Et je vais faire monter L, n à L fixé. Donc, ce groupe-là s'envoie. Alors, je vais faire un diagramme comme ceci. Ça s'envoie donc dans la L puissance n torsion du groupe de Brouwer. Très bien. Alors, en fait, donc ça s'envoie surjectivement, mais en fait, ce qui s'envoie surjectivement, c'est même donc l'orthogonale d'une fibre. La classe d'une fibre s'envoie sur l'orthogonale d'une fibre s'envoie déjà surjectivement, donc on joue un petit peu avec la section hyperplane. En fait, ce qui donc s'envoie surjectivement, c'est l'orthogonale d'une fibre quotientée par cette fibre elle-même. On a toute cette chose-là. Bon, très bien. Et donc nous, on avait dévissé ça. Donc l'orthogonale d'une fibre, ça s'envoie dans H1 de S à N. Et cette chose-là s'envoie dans H1 de S à N torsion. Donc ça, c'est la flèche, ce qui est discuté à droite. Ça envoie la paire XD sur X. Et puis cette chose-là, très bien, en fait, s'envoie là-dedans. Donc ça, c'est le pendant pour le groupe de Brouwer, pour la cohomologie de GM. Au lieu de regarder la cohomologie de mu-n, on peut regarder la cohomologie de GM. On peut dévisser par la spectrale de Leray pour la même raison. Et puis on voit que le groupe de Brouwer de A reçoit cette chose-là. Très bien. Et puis de l'autre côté, on a donc la cohomologie L-adique de A, donc disons ZL de 1. Et puis ici, le module de Tate du groupe de Brouwer, qui est ce qui nous intéresse. Donc c'est cette situation-là. Bon, je ne sais pas si les flèches vont... C'est pas bien de faire des flèches qui vont de bas en haut peut-être, mais bon. C'est cette situation-là. Donc nous, on veut prouver la finitude du groupe ici. Et on a cette suite d'objets donc, qui nous intéresse. Donc, il faut se convaincre de deux choses. Il faut se convaincre que les x sont en nombre fini, si on est sur un corps fini. Et puis, il faut se convaincre que si les variétés abstraites x sont en nombre fini, alors le groupe de Brouwer est effectivement en nombre fini. Il y a un énoncé quand même d'injectivité. Donc, objectif. La chose suivante, donc raisonnons par l'absurde, supposons que la conjecture de Tate ne soit pas vraie, donc supposons que le groupe de Brouwer, le module de Tate du groupe de Brouwer est infini. Donc on trouve un élément ici qui se surjecte, qui est non nul, qui est une image non nulle dans ce module de Tate. Donc on trouve alpha dans H2 de A ZL de 1, donc d'image non nulle. Dans ce module de Tate. Très bien. Pas de problème. Donc on va avoir besoin de faire un tout petit peu plus. Mais je reviendrai dans une minute. Donc on trouve cet élément non nul dans le module de Tate. Donc ça nous donne des éléments, en regardant son image dans la L puissance n torsion, avec n de plus en plus grand, ça nous donne cette suite de classes. Et donc on construit, en suivant le diagramme par là, donc on construit des variétés xn. Alors il y a deux choses dont il faut se convaincre maintenant. Alors, xn, c'est tout simplement, pardon, donc je vais partir de alpha, puis j'obtiens une classe, disons, alpha n là-dedans, en projetant dans mu L puissance n, et puis, à ce moment-là, j'appelle xn dn. Donc on construit des classes xn. Alors, il y a une petite subtilité. Donc, des variétés xn qui sont en fait des surfaces, des surfaces K3 d'ailleurs, je vais le dire dans une minute.
donc ces surfaces, donc on a deux choses. Donc on va mettre xn, et il faut montrer que les xn sont en nombre fini, à isomorphisme près. C'est ce qu'on va montrer. Et le deuxième point, c'est que si les xn comme variété abstraite sont en nombre fini, alors on obtient une contradiction avec le fait que alpha est une image non nulle dans le groupe de Brouwer. Ce qui est là tout à fait évident, vous voyez, les xn, les xn sont évidemment toutes différentes quand je les vois comme torseurs sous A. Elles ont un ordre qui grandit, par contre les variétés abstraites xn ne sont pas forcément toutes différentes. Donc si les xn sont nombre fini comme variété, si les xn sont nombre fini, alors les torseurs correspondants sont en nombre fini. En fait, je mets en avant juste cette toute petite distinction parce que c'était quelque chose qui était non trivial aussi dans le cas des variétés abéliennes. Vous voyez, on prouvait, enfin, disons, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'était disons, un argument qui ressemblait un tout petit peu au fait qu'on voulait contrôler, par exemple, sachant qu'on avait une famille de variétés abéliennes, on regardait donc A, on regardait A croix A dual puissance 4, et puis on savait que A croix A dual puissance 4 ne prenait qu'un nombre fini de valeur, on voulait en déduire que A elle-même ne prenait qu'un nombre fini de valeur comme variété abstraite, pas forcément comme ce facteur direct, disons, explicite. Donc voilà, donc il faut faire un petit peu attention au deuxième point, c'est un point mineur. Bon, donc je passe le second point, et le second point n'est pas difficile une fois qu'on l'a isolé, mais il y a quand même quelque chose. N'est pas difficile. Donc il faut se convaincre de la chose suivante. L'ordre du torseur, on peut le voir de la manière suivante. On a une fibre, donc en regardant les cups produits suivants. On regarde les cups produits d'une classe alpha quelconque, avec une classe bêta, où donc alpha, bêta sont deux classes de cohomologie, disons H2 de A, ZL de 1, par exemple. Mais, pardon, je vais prendre, excusez-moi, je me mélange un petit peu, j'ai des xn, donc je vais plutôt prendre deux classes qui sont dans le Néron-Sévry, deux classes de diviseurs, donc xn, avec bêta au carré égale 0. Donc, je vais dire l'argument rapidement par oral. Comment est-ce qu'on calcule l'ordre du torseur? On regarde la classe d'une fibre, puis on regarde la classe d'une multisection. On regarde le degré de cette multisection, c'est l'intersection de notre multisection avec la fibre. Maintenant, la fibre, c'est typiquement une classe de carré 0, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup des classes de carré 0 dans le groupe de Néron-Sévry de Xn. Il y en a peut-être une infinité, mais il n'y en a pas beaucoup aux automorphismes du groupe orthogonal près. Donc dans le réseau abstrait, il y en a vraiment pas beaucoup. Et donc ce qu'on montre tout simplement, c'est que quand alpha varie parmi tous les éléments du Néron-Sévry et que bêta varie parmi les classes de carré nul, ces valeurs-là ne peuvent pas être trop petites si on a des torseurs de trop grand ordre. Donc il faut faire un tout petit peu d'algèbre linéaire, c'est pas embêtant. Mais je voulais juste, donc c'est pas un vrai problème, mais je voulais signaler parce que c'est vraiment le thème de ce qu'on a fait la dernière fois, et de ce qu'on fait là, c'est de construire à partir d'une situation géométrique qui a beaucoup de structures, beaucoup de symétries, donc on a des torseurs, des choses comme ça, de construire des variétés abstraites qu'on contrôle. On contrôle on ne sait pas contrôler directement des classes de torseurs, mais on sait contrôler les classes de variétés abstraites auxquelles ils donnent lieu. Et c'est un phénomène qu'on voit dans toute cette chose-là, qu'on verra dans le calcul que je vais faire dans un moment, qu'il y a une espèce de tension entre alors parfois la topologie ou la géométrie abstraite des variétés qu'on considère, qui elle est particulièrement simple, et c'est ce qu'on a fait quand on a construit à partir de surfaces K3 qui étaient assez compliquées. On a construit, qui avait un degré assez grand par exemple, on a construit des espaces de modules
qui, comme espace de module, reflétait toute la complexité de la surface K3, mais qui, comme variété abstraite, était beaucoup plus bornée, avait des degrés beaucoup plus contrôlés. Donc c'est ce qu'on avait fait là, et c'est ce qu'on continue à faire. Donc oublier cette symétrie est vraiment une bonne chose. Donc c'est le second point, j'en parle pas plus. Donc le premier point, il faut borner les xn. Alors là, on comprend, donc ça c'est un sujet que j'ai discuté beaucoup la dernière fois. Donc le premier fait, c'est que xn, donc c'est évidemment une surface, mais c'est encore une surface K3. Alors il y a plusieurs façons de se convaincre de ça, on peut s'en convaincre de manière assez explicite. On peut invoquer les résultats dont je parlais la dernière fois de Mukai, tout simplement. Le fait est que xn est bien dimensionné, mais c'est aussi un espace de module de faisceau sur x. Donc par exemple, xn est un espace de module de faisceau sur A. Tout simplement de faisceau de rang 1. Donc il est muni d'une forme symplectique, donc on n'a pas beaucoup de choix pour la surface que xn peut être. Une autre façon qui va apparaître dans une minute, donc qui est assez suggestive, c'est sur C. Comment est-ce qu'on convainc que xn est sur une surface K3? C'est en fait, le fait est que sur C, ces torseurs vivent dans une famille continue. Si on sort de la catégorie algébrique et qu'on regarde juste des variétés complexes, on part d'une fibration en courbe elliptique, donc avec une section, et puis on regarde tous les torseurs. Alors évidemment, il y a ceux qui sont algébriques, donc ceux qui sont algébriques sont de torsion, correspondent à des classes de torsion, mais on a aussi tous ceux qui ne sont pas algébriques et qui interpolent toutes les classes de torsion, toutes les classes dans le groupe de Brouwer. Et donc évidemment, maintenant, les xn vivant en fait dans une famille continue, leur topologie ne dépend pas de n. Donc ça c'est la première chose. Où la topologie de xn ne dépend pas de n. Alors c'est quelque chose, donc, encore une fois, qu'on ne voit pas si on reste en géométrie algébrique, mais qui est tout à fait évident dès qu'on sort de cette catégorie. Dès qu'on sort de l'espace de module des surfaces K3 polarisées, on voit en fait que les xn sont juste des points de torsion de plus en plus grande dans une famille tout à fait continue. Donc la topologie des xn ne dépend pas de n, et la topologie une surface qui est homéomorphe à une surface K3, qui est difféomorphe à une surface K3, une surface algébrique qui est difféomorphe à une surface K3, et encore une surface K3. Et ça apparaîtra tout de suite. Et ça apparaîtra aussi la semaine prochaine. C'est le fait qu'on a cette catégorie analytique qui est vraiment pas loin. C'est d'ailleurs apparu, je vais peut-être rappeler, c'est peut-être le bon moment pour rappeler, que c'est apparu de manière importante la semaine dernière, quand j'expliquais les résultats de Daniel Heubrecht sur des critères d'existence de sections de fibres big sur ce type de variété. C'était des choses un peu plus grosses que des surfaces K3, mais on utilisait encore le fait qu'on vivait dans une catégorie un peu plus grosse. Alors, ce qui fait évidemment très peur si on veut faire autre chose, si on veut faire des choses assez générales sur les corps finis, qu'on ne peut plus relever en caractéristique 0. Mais j'expliquerai justement dans quelle partie de la géographie des surfaces on peut espérer trouver des choses. Bien, donc on construit ces variétés xn, ce sont des surfaces K3, donc on sait comment borner une surface K3. Donc j'ai expliqué cette chose-là la semaine dernière, dans le cas de même symplecticolomorphe en dimension supérieure. Donc pour borner une famille de surfaces K3, pour montrer qu'elles vivent donc dans une famille limitée. Donc il suffit de trouver une seule chose, il suffit de borner un seul nombre. Il suffit de trouver des diviseurs. D'auto-intersection positive et bornée.
est borné. Alors, c'est un truc, dans ce cas précis où on regarde des fibrations elliptiques, c'est quelque chose qui est extrêmement spécifique aux surfaces K3. Donc, repensons au grand théorème de Matsusaka. Si on veut borner une famille de variétés, on veut borner le polynôme de Hilbert. Le polynôme de Hilbert, il va faire intervenir, il intervient en fait par des tas de collars, mais en toute dimension, seulement deux invariants numériques qui suffit de borner. Il suffit de borner donc l'auto-intersection maximale d'un diviseur, d'une section hyperplane, mais bon, si c'est big, ça suffit, c'est pas très très important. Donc on veut borner un D au carré ici, et puis il faut borner l'intersection d'un diviseur avec la classe canonique, D fois le canonique. Cette chose-là, le deuxième point, disparaît dans le cas d'une surface K3, tout simplement parce que le canonique est trivial. Mais évidemment, si vous êtes dans le cas d'une fibration elliptique plus générale, borner l'intersection de D avec le canonique, c'est la même chose que borner le torseur lui-même, puisque le canonique est une combinaison linéaire de fibres. Donc j'écris, remarque, pour une surface elliptique plus générale, donc elliptique X plus générale, disons, borner X demande de borner des quantités du type D intersecté avec Kx. Ce qui est la même chose à un multiple près, donc à une constante près qui dépend juste de la topologie de X, c'est la même chose que borner D intersecté avec une fibre, puisque le canonique est combinaison linéaire de fibres, et c'est la même chose que borner l'ordre du torseur lui-même. Donc la moralité, c'est que dès que le canonique n'est plus positif, on ne peut pas appliquer l'argument que je vous donnais tout à l'heure, qui était qu'il suffit d'oublier les symétries du problème, d'oublier qu'on travaille avec un torseur et de borner la variété abstraite. En fait, la variété abstraite se souvient, marginalement moins, mais par ce nombre d'intersections, de la structure du torseur. Et voilà. Donc on n'a pas du tout avancé par cette construction-là, à ma connaissance. Évidemment, quand Kx égale 0, on a gagné. L'autre cas intéressant étant, quelque chose qui ne s'applique pas aux surfaces elliptiques, mais quel est l'autre cas où on n'a qu'un seul paramètre à borner? C'est le cas où on choisit D égale Kx, évidemment. On n'a plus qu'un seul nombre à borner, c'est l'auto-intersection de Kx, donc c'est le cas de type général, qui est éventuellement. Comme je disais au premier cours, je connais essentiellement pas d'exemple, mais c'est l'autre cas. Dans un certain sens, si on compte le nombre de paramètres à borner pour démontrer la conjecture de Tate pour une surface, on a toujours un paramètre à borner, sauf dans le cas elliptique de dimension de Codera 1, où on en a deux, donc de canonique non nul. Très bien, donc. Et le miracle est le suivant. Alors c'est un miracle que je vais essayer de placer dans un cadre plus général après. C'est donc théorème, donc qui est vraiment un calcul important d'Artin et Swinnerton d'ailleurs. C'est que vous voyez, on était parti de Xn, mais Xn il venait avec un diviseur justement. Donc considérons la paire Xn et Dn ci-dessus. C'est les paires qui étaient associées au du problème. Donc on vient avec un diviseur. Alors j'ai dit, le diviseur il est défini aux fibres du morphisme près. Donc je peux calculer son auto-intersection, dn au carré. Alors c'est bien défini aux fibres près. Donc l'intersection du diviseur avec une fibre, c'est justement n. Donc en fait, si vous calculez, c'est défini modulo 2n. Eh bien, c'est très simple, c'est alpha au carré. Okay, donc alpha, je rappelle, était cet élément de H2 de A mu L puissance n, dont on était parti. Et donc la chose qui est extrêmement positive... Ah oui, tout à fait. N modulo 2L, oui, bien sûr. 2L puissance n. Donc le point d'Artin et Swinnerton d'ailleurs est que, quitte à ajouter des fibres, alors il faut faire un petit peu attention, évidemment, alpha au carré n'est pas un nombre entier, donc alpha au carré appartient à ZL, donc évidemment la classe modulo 2L puissance n est bien définie, c'est un entier, mais la classe de Dn au carré est bornée indépendamment
indépendamment de n. Alors je voudrais quand même donner une vague idée de la démonstration parce qu'elle est surprenamment non triviale. Et cette non-trivialité va se refléter dans la suite. Oui. En fait, pardon. Donc alpha, en fait, on est parti, oui, on est parti, disons, d'un élément dans ZL de 1. Et on le réduit, enfin, ça dépend évidemment que de la classe de alpha dans H de A mu L puissance n. Et son auto-intersection, ici, ça c'est un nombre, c'est un élément de ZL, mais je peux le réduire, modulo de L puissance n. Bon alors, il faut faire attention à un certain nombre de choses. Évidemment, il vaudrait mieux que alpha au carré soit un entier plutôt qu'un entier L-adique, sinon on ne va pas avoir de borne en réduisant modulo L puissance n et en s'entendant n vers l'infini. Ça, on sait faire. Donc je vais d'abord expliquer ça. Non, je vais d'abord expliquer la démonstration. Donc surprenamment, c'est un énoncé purement de géométrie algébrique, c'est pas tout à fait évident. Et démonstration, vraiment esquisse très vague de démonstration, je vais la donner surtout par oral, esquisse de preuve. Donc il y a deux étapes. Alors évidemment, il y a un cas qui est facile, c'est si Xn est trivial comme torseur. Donc si en fait, dans le cas qui ne nous intéressait pas vraiment, c'est-à-dire que alpha venait du groupe de Picard de A, et donc le torseur Xn lui-même est trivial. On a quand même une paire Xn dn, et on a cette section-là. Alors là, on a Xn en fait, donc Xn sur S, c'est la même chose que A sur S. Et puis, en fait, on obtient notre classe alpha comme la classe d'un cobord. Vous voyez, on a alpha est dans l'image. Donc, disons, alpha n, qui est la classe dans H2 dans H2 de S. Pardon. Donc, j'ai ma classe alpha qui est dans H1 de S à n et dans l'image de H0 de SA mod n. Donc là, on a une situation vraiment explicite, on a juste un schéma elliptique, on a cet élément, donc une section bien définie modulo n, et puis on construit cet invariant. Donc on fait un petit calcul, on s'en convainc. Okay, donc, un calcul explicite nous donne ça. Et ensuite, c'est pas tout à fait évident, mais la moralité, c'est que donc toutes ces choses-là, on est sur un corps fini. Donc, mais les surfaces K3, c'est bien connu, disons depuis deux lignes, se relèvent en caractéristiques nulles. Et même mieux, toute la structure se relève, la structure de torseur, etc., se relève en caractéristiques nulles. Donc on peut étudier ce nombre d'intersections précis sur C. Bon. Et pourquoi ça nous avance? C'est pour la même raison que tout à l'heure. En fait, notre Xn ne vient pas tout seul, il vient dans une famille continue de torseurs. Donc en fait, d'un point de vue topologique, et en fait je suis juste... Ici, c'est presque pas un calcul de géométrie algébrique, c'est un calcul de topologie. Le groupe de Brouwer est défini pour une surface analytique au moins. Et même, on peut faire un petit argument pour vérifier que ça dépend vraiment que de géométrie différentielle. Donc ce calcul-là peut se faire dans la catégorie des surfaces, pas forcément algébriques. Mais là, les torseurs sont tous triviaux, de manière différentielle. Donc, différentiellement, Xn est trivial. Dans ce cas-là. On se ramène c'est pas tout à fait vrai de dire qu'on se ramène au cas précédent, mais on applique le calcul précédent. On applique le calcul là. Disons qu'on le refait de la même manière. Mais vous voyez, alors là, très honnêtement, c'est quelque chose que je n'ai pas le sentiment de comprendre tout à fait,
c'est à quel point ce passage est essentiel. Mais vous allez voir, il y a, dans les calculs plus généraux, ce passage, un passage tout à fait similaire, tout à fait similaire apparaît. On ne sait pas faire les calculs directement sur les variétés dont on parle, mais on a suffisamment de déformations dans la catégorie complexe pour mener les calculs ici. Donc on voit encore apparaître cette famille, ces familles un peu plus molles, disons. Très bien. Bon, alors, il faut finir l'argument maintenant. Donc on a ce théorème. Admettons-le. Alors, il faut montrer que les dn au carré sont bornés. Alors, comme je disais, les dn carrés ne sont pas tout à fait bien définis, mais en fait, dn au carré, on peut toujours choisir dn au carré bien défini modulo 2L puissance n. En fait, on peut, puisqu'on a le droit de rajouter des fibres à D, on peut toujours changer la classe de dn au carré modulo 2L puissance n. C'est pas très difficile. Donc, fin de la preuve. Première étape, si on veut borner donc les dn carrés, il faut borner les réductions de alpha carré modulo 2L puissance n. Donc, pour ça, on se ramène à alpha carré entier. Et, disons, alpha orthogonal au groupe de Néron-Sévry. Orthogonal au groupe de Néron-Sévry de A. C'est la première chose. Donc, il ne faut pas grand-chose pour faire ça, mais il faut quand même un vrai résultat. Il faut la semi-simplicité de l'action de Frobenius à un moment. Je pense qu'il faut vraiment faire ça. Donc, c'est surtout pour la deuxième partie, évidemment. Donc, utiliser la semi-simplicité. Alors là, c'est assez décevant, en un certain sens. Je ne sais pas si c'est décevant ou pas, mais c'est évidemment très difficile. Alors, c'est quelque chose qu'on est sans doute prêt à, si on savait démontrer ces existences de cycles algébriques en admettant un petit peu de semi-simplicité, ça serait pas très grave. Mais ici, on la connaît, en fait, c'est par les résultats de deux lignes, encore une fois. Quand deux lignes prouvent la conjecture de Weil pour les surfaces K3, il ramène au cas abélien et la semi-simplicité du Frobenius agissant sur le module de Tate d'une variété abélienne donne la semi-simplicité ici. Là, on utilise Kugasek, mais là, c'est... Alors, on utilise... Bien sûr, ces questions, de toute façon, ces questions de semi-simplicité je ne sais pas si elles sont plus ou moins largement ouvertes que la conjecture de Tate, mais là, c'est un peu autre chose. Je pense qu'il faut serrer les problèmes. Pour les questions dont je m'occupe ici de construction de cycle algébrique, je pense qu'il est raisonnable de partir de variétés où l'action du Frobenius est semi-simple. Ce qui ne veut pas dire que ce soit une... Ça me paraît une hypothèse un peu différente. Oh, bah, alpha carré c'est le carré d'un entier à une unité près. C'est ça que je veux dire, quelque chose qui est congruent à 1 près. Qu'est-ce que je veux dire ici? On a l'impression que c'est déjà une semi-algébraisation d'avoir alpha carré entier. Donc attends. Je ne veux pas t'interrompre, c'était juste... Non mais c'est pas très... C'est pas tout à fait ça. Tu as ta cohomologie, ton H2. Tu veux montrer tout simplement que dans un certain réseau, un ZL réseau, il y a un élément de carré entier. Mais ça, c'est pas... Ça sert à rien. Je veux dire, tu écris... tu écris alpha égale, je sais pas quoi, x fois alpha prime, avec alpha prime carré entier, si tu veux, et x carré égal, tu remplaces et tu prends ton alpha prime. Mais on change, très bien, on change le problème alors. On change la classe alpha, disons. Mais si tu cherches quelque chose qui est dans l'orthogonale du Néron-Sévry, donc la seule hypothèse, c'est qu'on a un élément là-dedans, qu'on a un élément qui est orthogonal à toute classe de cycle algébrique. Et la seule question, c'est si tu as un réseau non vide, est-ce que tu as un élément de carré entier? La réponse est oui. C'est juste ça, c'est rien. On se ramène là, tu dis, on suppose que alpha carré est entier. Tout à fait. Donc on prend alpha. S'il existe un alpha non nul, il existe un alpha de carré entier. C'est ça que je dis. Bon ben, du coup, très bien. Donc on a des diviseurs dn cette fois-ci, des diviseurs dn sur xn, 2 carrés. Oui, pardon, on prend alpha carré entier strictement positif.
on a des diviseurs dn sur xn de carrés positifs constants, cette fois-ci, même, plus que bornés. Et on conclut, ça dépend un peu de vos goûts. Donc évidemment, il y a l'argument un peu massu que j'ai donné la dernière fois, qui marche plus. En fait, qui marche en caractéristique au moins 5, donc c'est un cas tout à fait particulier des espaces de modules de grande dimension que j'avais discuté la dernière fois, donc il suffit d'un diviseur de carré strictement positif. Mais évidemment, dans le cas qui nous occupe, on est sur des surfaces K3, donc, donc une façon de penser aux choses, c'est que la géométrie birationnelle qui gouverne la géométrie d'un diviseur big sur notre surface, en fait, est beaucoup plus balisée dans le cas où on est dans un truc de dimension 2. Donc en fait, ça avait déjà été fait, même à l'époque, c'est Saint-Donat, implique que les xn sont en nombre fini. Alors, les xn sont dans une famille limitée. Donc c'était Saint-Donat qui a étudié les systèmes linéaires sur la surface. C'est ce qui suffit pour conclure par ce que j'avais dit tout à l'heure. Je voudrais juste dire un tout petit quelque chose sur Saint-Donat. Donc Saint-Donat a étudié très en détail les systèmes linéaires sur les surfaces K3, et donc il arrive à montrer que si dn est le carré positif comme ça, alors quitte à, on peut remplacer dn par un fibré qui est non seulement big, mais qui en plus est nef, et puis ensuite on sort beaucoup de sections de ce fibré, des sections lisses, etc. Quitte à modifier un petit peu, on construit des fibrés amples relativement explicites. Donc, et c'est complètement, enfin c'est très insensible à la caractéristique, ça marche vraiment de manière très générale. En fait, je voudrais juste dire que quand on relit Saint-Donat en pensant un petit peu à la géométrie birationnelle moderne, en fait, il donne exactement une preuve qui correspond à la philosophie à laquelle on s'attend. C'est-à-dire qu'il commence donc par rendre... donc il y a deux étapes dans sa chose. Il y a contrôler le fait que le fibré devienne nef. Il fait ça explicitement. Et l'autre chose qu'il fait, en fait, si vous lisez la preuve de Saint-Donat, la chose pour laquelle il faut se fatiguer un petit peu, c'est construire une section lisse. Donc quitte pas forcément de dn explicitement, mais de quelque chose qui est modifié, de quelque chose qui est construit à partir de dn, c'est de construire une section pas trop singulière, ou même lisse, de ce fibré. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on repense? Ça veut dire qu'on est en train de se débrouiller pour que la paire, donc c'est dn, xn dn, soit log canonique. Donc elle est de type général par hypothèse, par la numérologie, dès qu'on a dès que dn est effectif. Et puis on la construit de manière à ce que la paire soit aussi régulière que possible. Donc c'est ça qu'il fait, et c'est très moral qu'une fois qu'il arrive à faire ça, parce que les singularités des courbes sur une surface sont quand même beaucoup plus faciles à contrôler qu'en dimension plus grande. Une fois qu'il arrive à faire ça, il arrive à conclure. Donc les étapes de la preuve de Saint-Donat ne sont pas différentes de ce que j'ai raconté les dernières fois en dimension plus grande, où on commence par dire, bon, on ne va pas savoir trouver des sections lisses, donc on fait cet argument logarithmique de remplacer la paire xd par la paire x epsilon d pour un tout petit epsilon. C'est l'autre façon de tuer les singularités, mais Saint-Donat n'a pas besoin de faire ça. Voilà, de toute façon, le programme du modèle minimal marche évidemment beaucoup mieux en plus petite dimension. Voilà, donc c'est c'est la preuve d'Artinez-Swinnerton-Dyer. Donc je voudrais maintenant expliquer comment, avec un tout petit peu, avec une technologie donc un peu différente, on peut copier cette preuve directement, mettre, donc suivant qu'on soit en nombre de Picard 2 ou non, mettre ou pas l'astuce de Zarine que j'ai expliqué la dernière fois, et conclure à la conduction de texte. Donc pour ça, il nous faut une manière plus flexible d'associer des objets géométriques à des éléments dans le groupe de Brouwer d'une surface K3. Parce qu'évidemment, si on part pas d'une fibration elliptique, on est un peu coincé. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est partir d'une surface K3, prendre un pinceau de Lefschetz, prendre le schéma abélien associé, et puis obtenir des objets là, mais on a perdu le fait qu'on était parti d'une surface K3, on a perdu la surface. On a augmenté la dimension à un coût qu'on a vu déjà beaucoup ici, et qui est vraiment explicite. Très bien. Donc c'est le problème qu'on a ici. Donc je voudrais donner un exemple. Donc la solution, exploiter le groupe de Brouwer, c'est d'utiliser
défibré tordu. Donc c'est des faisceaux, disons. Faisceaux tordus. Alors c'est vraiment un objet, c'est vraiment des objets très très riches. Donc je voudrais, avant de commencer, je vais donner un tout petit peu d'histoire, mais je voudrais montrer un exemple que vous connaissez tous. C'est la chose suivante. Donc partons de X. Je vais me mettre, pour fixer les idées, je vais me mettre sur C, mais c'est pas du tout important. Je veux juste que ce soit je sais pas comment dire, le plus élémentaire possible, donc projective lisse. Et puis prenons M, un espace de modules. Donc, Serre m'a fait remarquer la semaine dernière que c'était aussi simple de mettre un M droit, donc je vais garder ça. Un espace de modules de fibré stable. Sur X. Donc bon, elle n'est pas forcément compacte, mais en tout cas ces choses-là existent, très bien. Et évidemment, comme on le sait, M est un espace de module grossier, c'est pas un espace de module fin. Grossier, n'est-ce pas? Donc il n'existe pas de fibré universel. Un fibré qui sera un fibré sur E, un fibré E sur M croix X qui serait comme un fibré de point carré, si vous voulez, qui correspondrait aux objets paramétrés par M. Donc évidemment, on n'a pas ça. Si on réfléchit un tout petit peu, si on dévisse la construction de l'espace de module, et en fait la construction du champ de module, c'est un champ de Lindman-Ford. Donc en fait, les espaces de module sont localement pour la topologie étale, ils sont fins. Donc localement, sur M, donc j'écris localement sur M, donc c'est suivant votre choix, localement pour la topologie étale sur M ou localement pour la topologie analytique sur M, il existe un fibré, donc EI, sur UI croix X, qui est universel, qui représente le problème de module paramétré par l'ouvert UI de M. Bon. Alors, évidemment, c'est le moment où il faut faire un petit peu attention. Les EI correspondent sont en un certain sens bien définis, mais ils sont bien définis à isomorphisme près. Et cet isomorphisme n'est malheureusement pas unique, donc il y a une obstruction à les recoller. Recoller les EI, c'est justement trouver un fibré universel, et il y a cette obstruction est non nulle en général, dès qu'on n'a pas une espèce de module fin. Et c'est la chose suivante.